Autour de 65 avant notre ère, une puissance prend de plus en plus de place dans le bassin méditerranéen, Rome. Or, Ptolémée XII est un faible. Plutôt que de s'opposer aux Romains qui cherchent à annexer l'Égypte, il a choisi d'être ami avec cette république située de l'autre côté de la mer. Le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, n'était pas un souverain indépendant. À l'époque, l'Égypte est un protectorat romain. Donc le roi, Ptolémée XII, est un souverain très riche, mais qui n'a aucune puissance politique réelle. Il est complètement soumis à l'autorité de ses maîtres romains. C'est une sorte de pantin, de marionnette entre les mains des Romains. Sa fille, Cléopâtre VII, observe les manœuvres de son père. Elle commence à développer sa rancune vis-à-vis de Rome. Son père achète l'amitié de grands généraux romains pour assurer son trône. Mais la population locale désapprouve totalement cette pratique, car l'Égypte est en train de perdre son indépendance. Les habitants de la capitale se soulèvent. En moins 58, les Alexandrins chassent Ptolémée XII du pouvoir. C'est un roi à la légitimité, remise en cause, qui se fera expulser d'Alexandrie une fois, qui sera obligé de se réfugier à Rome. Cléopâtre n'a pas d'autre choix que de suivre son père en exil. Elle vit alors une adolescence compliquée, loin de l'Égypte, pendant 3 ans. Bérénice, la grande sœur de Cléopâtre, est installée à la tête du pays à la place de Ptolémée XII. Bérénice IV récupère le trône et elle semble apprécier le pouvoir. Mais Ptolémée XII a voulu revenir. Au bout d'un moment, Ptolémée XII va avoir l'aide des généraux romains pour pouvoir reprendre le pouvoir en Égypte. Son père n'est revenu au pouvoir que parce que Rome l'a soutenu. Bien sûr, ça lui a coûté cher et il s'est endetté à tout jamais. En 55 avant notre ère, Ptolémée XII est donc de retour. Mais il est encore plus affaibli. Il doit tolérer des troupes romaines sur son territoire. Près de 2000 soldats sont stationnés à Alexandrie. Rome était un faiseur de rois égyptiens. C'est donc le roi choisi par les Romains. Cléopâtre a vécu tout cela, enfin cette humiliation aussi pour son père durant sa jeunesse. Elle est parfaitement consciente qu'on ne peut pas régner sur l'Égypte sans le soutien de Rome. Une leçon pour la jeune Cléopâtre, qui comprend que pour diriger, il faudra composer avec les Romains. Mais avant, elle doit apprendre une autre règle immuable au sein de sa propre famille. Cléopâtre, qui est encore toute jeune, elle a peut-être environ 14 ans, va voir que son père refait un coup d'État contre sa propre fille, et celle-ci est condamnée à mort pour avoir usurpé le pouvoir. Donc elle comprend que dans sa famille, s'entretuer est quelque chose de naturel. Bérénice est mise à mort par Ptolémée XII. Cléopâtre observe la manœuvre et comprend qu'elle devra, elle aussi, appliquer ce chacun pour soi si elle veut réussir. Ces meurtres en famille sont aussi vieux que l'Égypte antique. Ils rappellent plus particulièrement une légende, celle sur laquelle se fonde la religion égyptienne et qui passionnera Cléopâtre, au point de lui vouer un culte sans bornes. Isis et Osiris, la magicienne et le dieu ressuscité. Le culte d'Osiris et de son fils Horus a été très important pour les rois ptolémaïques. Les rois et les reines de l'Égypte ancienne s'inspiraient d'Isis et d'Osiris. Ce mythe était au cœur de nombreux concepts de leur religion antique. L'histoire raconte qu'Osiris, le roi d'Égypte, est bon, généreux et qu'il gère parfaitement le royaume. Son frère, Seth, jaloux, l'assassine. Il découpe son corps et le jette dans le Nil. La femme d'Osiris, la magicienne Isis, va réussir à réunir ces morceaux. Elle conçoit ainsi la première momie de l'histoire d'Égypte. Ayant retrouvé son mari, elle tombe enceinte d'un fils, Horus. Un enfant roi qui va devoir lutter pour garder son trône. Le parallèle avec la famille de Cléopâtre est assez évident. Cette bataille entre Horus, le fils, et Seth, l'oncle, est d'ailleurs gravée dans le temple d'Edfou, un édifice largement restauré par la famille de Cléopâtre.
Il essaye de contrôler et de battre son oncle Seth, qui a pris la forme d'un hippopotame, le symbole du mal. Il jette sa lance pour le frapper dans le dos, puis il lance une chaîne pour lui attacher les pattes afin de le contrôler plus facilement. Le faucon, représentant Horus, et Seth, l'hippopotame, s'affrontent pour déterminer qui dirigera le royaume. Horus réussit à dompter son oncle Seth. Il l'entraîne hors de l'eau. C'est pour ça qu'il devient plus grand. On voit aussi qu'il lui a attaché les pattes avec une chaîne. Il a le dessus et veut le tuer. Mais on voit inscrit en hiéroglyphe de haut en bas qu'Isis lui demande « S'il te plaît, ne le tue pas, n'oublie pas que c'est mon frère. » Contrairement à Seth, la grande sœur de Cléopâtre n'aura pas la chance d'être sauvée. Son assassinat confirme à la future reine que tous les coups sont permis pour garder le pouvoir. Un principe appliqué depuis plusieurs générations chez les Ptolémées. Ce mythe est clairement lié à certains concepts ptolémaïques de la royauté, où l'on trouve des relations familiales très compliquées qui impliquent de multiples mariages avec des tas de descendants, et la lutte des différents parents pour que leurs propres enfants prennent le dessus et finissent par régner en espérant que finalement le bien triomphe. On sait qu'il y a eu des périodes de tension dans la succession dynastique, mais à ce point-là, jamais. Enfin, ça a toujours été des épisodes très courts, tandis que là, c'était des situations qui ça durait pendant quelquefois plus de 10 ans. Le problème chez les Ptolémées, c'est que tous les membres de cette famille sont très ambitieux. Chacun se rêve en pharaon. Des disputes depuis près de 3 siècles entre tantes et nièces, frères et sœurs, père et fille. Pourquoi les Ptolémées ont-ils tant de mal à s'entendre? Une pratique brouille les cartes du pouvoir. Elle met le chaos dans leur succession, l'inceste. Parmi la grande dynastie des Ptolémées, plusieurs filles épousent leurs oncles, leurs pères, leurs frères, ou vice-versa du côté féminin. Lorsque vous n'avez pas de ligne de succession claire et que tous ces membres d'une même famille se marient entre eux de manière incestueuse, vous créez forcément des problèmes. Comment expliquer ce type d'alliance? Les mariages intrafamiliaux étaient pourtant formellement interdits dans les autres cultures de l'époque. Vu depuis Rome, c'est dégoûtant. L'inceste est un tabou absolu. Maintenant, plaçons-nous dans l'esprit des Égyptiens de l'Antiquité. Pourquoi les pharaons pratiquent l'inceste? Ils sont divins. Donc on ne se mélange pas. On cherche quelqu'un qui a une essence presque aussi divine que la vôtre. Et ces personnes-là sont nécessairement vos sœurs, voire vos filles, des cousines, tout au plus. Donc il y a cet aspect religieux. Comme tous les pharaons passés, les Ptolémées se prennent pour des dieux. C'est même la base de leur religion. Les rois et reines sont divinisés dès qu'ils montent sur le trône. Une notion qui plaît particulièrement à Cléopâtre. D'autant qu'elle ne le sait pas encore, mais une décision va la propulser plus facilement que prévu sur le trône.